Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Manger est bien évidemment vital, mais trop souvent nous mangeons mal. En cause, notre mode de vie, l'offre alimentaire disponible et nos habitudes. Le résultat, un organisme fatigué et son vieillissement prématuré. À l'échelle de la société, une épidémie d'obésité, une flambée de maladies comme le diabète de type 2, les troubles cardiaques, les insuffisances rénales ou encore certains cancers. Alors, loin de moi l'idée de vous faire peur, mais quand même, repensez le contenu de nos assiettes peut pourtant changer la vie et nous rendre joyeux. Il ne s'agit pas seulement de guérir, mais de prévenir. Une bonne alimentation peut nous booster, nous maintenir longtemps en excellente santé et ralentir le vieillissement de l'organisme. Et cela ne veut pas forcément dire se priver. Mon invité est le chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart. Au quotidien, il répond aux questions de ses patients liées à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est au micro de Métamorphose qu'il démêle le vrai du faux et apporte des réponses claires et concrètes sur le jeûne intermittent, l'alimentation et leurs effets sur l'organisme, sujet auquel il consacre un tout nouveau livre, au titre en forme presque d'oxymore, « Jeûner en mangeant », paru aux éditions Flammarion Versilio. Je suis ravie d'accueillir pour la 2e fois dans Métamorphose le professeur Gabriel Perlemutter. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je prononce bien votre nom ? Parfait. Parfait. Alors, je vous avais reçu, mais c'est la première fois qu'on se voit, parce que c'était une interview à distance. On avait parlé de protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans. C'est quand même toujours un peu gonflé comme titre, mais on pourrait même vivre jusqu'à combien ? 120 ans ? En tout cas, c'est très important et je voudrais rajouter dans toutes les maladies que vous avez décrites par rapport à l'alimentation, moi en tant que spécialiste également du foie, on aurait pu s'attendre, vous voyez, en 2024, comme on traite toutes les hépatites C, il y en a quasiment plus et on vaccine contre l'hépatite B, qu'il y ait moins de cancer du foie. Or, c'est juste l'inverse qui se passe à cause de notre mode de vie. Vous avez parlé des cancers. L'incidence du cancer du foie ne fait qu'augmenter. C'est tout un paradoxe et cette augmentation est liée à notre alimentation. Elle est liée principalement à notre alimentation et dans quelle proportion ? Cette augmentation de l'incidence du cancer du foie est exclusivement liée à notre alimentation, puisque les autres causes de cancer du foie ont diminué, voire ont disparu dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est merci de le redire. Alors vous êtes au début de cet ouvrage un peu quand même inquiet sur les questions liées à l'alimentation, à la nutrition. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de choses. On a parfois le sentiment que, évidemment, l'alimentation est-elle une science exacte en fait ? Toute science est par définition exacte et toute science est sujette à débat. Et c'est pour ça qu'il y a de la recherche. Ce qui est important quand on fait de la médecine et de la science, c'est non pas choisir ce qui nous intéresse dans les résultats qui sont publiés et puis s'arranger. Ça, c'est ce que font les politiciens, c'est ce qu'a fait tous les régimes politiques pour amener la science à ce qu'ils souhaitaient. C'est en revanche discuter des résultats scientifiques, les interpréter pour arriver à mieux soigner, moi en tant que médecin, la population. Et
tout le problème de l'alimentation, les problèmes aussi de beaucoup de réseaux sociaux, c'est que tout le monde se croit spécialiste, tout le monde a son idée, et cette idée ne repose pas sur des preuves scientifiques. Et justement, ce que je fais avec mes patients, c'est d'amener les derniers résultats scientifiques, médicaux, pour qu'ils puissent améliorer leur état de santé, leur espérance de vie. Et là, on est le plus efficace, comme vous l'avez dit, c'est sur la prévention. Il manquerait encore d'ailleurs de très bonnes formations en nutrition en France ? On forme les étudiants. Moi-même, je suis responsable de l'enseignement de nutrition dans mon université. On manque toujours de quelque chose en France. Je dirais que la nutrition est de plus en plus importante à cause de l'évolution de la société. Et la nutrition, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut agir dessus pour améliorer notre état de santé. Parfois, on a le sentiment qu'on entend répéter toujours les mêmes choses et que ça devient presque des poncifs tellement on les a en tête. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à modifier finalement nos modes de vie ? C'est très compliqué de modifier ses habitudes. Dès qu'on essaye de modifier son habitude, on entraîne des frustrations, donc on entraîne un niveau d'anxiété. Le niveau d'anxiété, c'est quoi au niveau métabolique ? C'est des modifications hormonales. Et donc, quand vous avez des modifications hormonales liées à l'anxiété, vous allez aboutir à tout l'inverse de ce que vous souhaitez au départ. Et moi, en tant que hépatologue et nutritionniste, c'est tout le risque, c'est l'effet yo-yo. Vous êtes bien au départ, vous avez des frustrations, vous calmez vos frustrations et vous arrivez à l'inverse de ce qu'il fallait faire au départ. D'où l'intérêt du jeûne intermittent, c'est d'avoir une certaine liberté par rapport au lieu commun, dire il faut toujours être équilibré, c'est juste impossible d'être toujours parfait. Alors évidemment, on va en parler longuement. Vous qui nous écoutez, on va parler du jeûne intermittent, de la différence de cette alimentation aussi anti-vieillissement. Peut-être avant de démarrer, quel serait le premier principe à avoir en tête lorsqu'on veut prendre soin de soi à travers l'alimentation ? Vous dites que déjà, il n'existe pas de recette miracle. Non, je ne crois pas au miracle. En revanche, ce qui va vous convenir, c'est ce qui est compatible avec votre mode de vie. Si au départ, vous voyez que ce qu'on vous propose, ça génère une anxiété, ça va générer des frustrations, ça ne va pas marcher. Il faut, d'une part, être prêt à changer son mode de vie, un peu, beaucoup, et d'autre part, accepter au départ, parce qu'après, on va rentrer dans un cercle vertueux, d'avoir quelques difficultés qui vont finir par s'apaiser. Mais si d'emblée, on sait que ça ne va pas être possible, on va dans le mur. Oui. Alors, dans la première partie du livre, vous évoquez la question du vieillissement. C'est pas forcément l'idée qui vient en premier à l'esprit quand on parle d'alimentation. On aurait plutôt tendance, évidemment, à penser à la perte de poids ou soit à la santé en général. Pourquoi c'était important de rappeler ces principes fondamentaux, en fait, au démarrage ? Si vous voulez, la perte de poids, c'est ce qu'on voit quand on améliore son état de santé. Et tout le reste que j'aborde dans le livre, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est la diminution de la masse grasse, c'est la diminution de la pression artérielle, c'est la diminution de la sécrétion d'insuline, c'est la diminution de la glycémie, c'est la diminution des triglycérides. Ce sont tous ces paramètres qu'il faut doser pour s'en rendre compte. Et vous voyez juste votre poids. Et quand ces paramètres s'améliorent, c'est plus d'années à vivre et ces années-là en meilleure santé. Et c'est tous les piliers du vieillissement qui vont s'améliorer. Vous pointez quand même du doigt le Western Diet, c'est-à-dire vraiment notre mode de vie occidental, disons-le clairement en français. Quelles sont les caractéristiques et comment vous l'avez vu évoluer, parce que vous avez quand même maintenant une certaine longévité dans votre carrière en termes de régime alimentaire, puis même auprès de vos patients? L'alimentation occidentale, il y a d'une part, on vous pousse à manger, ça c'est la société capitaliste. Partout, vous avez des publicités pour manger. Dans les supermarchés, vous avez d'énormes rayons pour manger. Et on vous pousse à manger des aliments faciles à manger, donc transformés, des aliments qui sont trop riches en sucre. Donc le sucre, j'ai beaucoup d'erreurs chez mes patients, c'est pas le petit morceau de sucre du café, c'est tout le sucre contenu dans les aliments. On vous pousse à manger des aliments... Alors ça, c'est bien de le rappeler, parce que parfois on fait un petit effort sur un petit truc et qui n'a pas une grande conséquence en réalité. Absolument, mais c'est juste l'inverse. Quand vous mettez un sucre dans le café, vous fait plaisir, mais faites-le. Et c'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut changer. Et ce sont des aliments aussi qui vont être trop gras, mais pas de la bonne graisse, des acides gras anti-inflammatoires comme les oméga 3, les oméga 9, c'est plutôt des graisses saturées, des graisses hydrogénées qui,
elles, vont induire une résistance à l'insuline, donc vous allez fabriquer plus d'insuline, vous allez vieillir plus vite. Et en fait, tout nous pousse, en fait, dans notre société occidentale à mal manger. Ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir le bon curseur. C'est-à-dire qu'effectivement, un plat préparé de temps en temps ou des écarts, c'est pas forcément là. Quel est le seuil un peu de répétition qu'il faudrait avoir en tête ? Il y a ça qui est difficile et il y a autre chose qui est difficile. J'ai aussi des personnes qui doivent arrêter de fumer, des personnes qui doivent arrêter l'alcool. Pas tellement, mais j'en ai. Ça, on peut arrêter de fumer, on peut arrêter l'alcool. Mais arrêter de manger, vous pouvez pas. Et donc, c'est effectivement exactement ce que vous dites, c'est le curseur où je le mets. Si vous faites un écart de temps en temps, il va rien vous arriver. Et en fonction de votre susceptibilité individuelle, cet écart va être plus ou moins toléré. Et cet écart va être aussi plus ou moins toléré en fonction de ce que vous mangez quand vous ne faites pas d'écart. Si vous avez une alimentation qui est riche en ce qu'on appelle en prébiotiques, en fibres, après on peut rentrer dedans, en inuline, en pectine, vous allez tolérer beaucoup plus d'écart que si vous avez une alimentation qui est moins diversifiée, moins riche en légumes, plus loin de ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire ou l'alimentation d'Okinawa ou l'alimentation crétoise. Donc en fait, ces écarts auxquels vous avez droit dépendent de ce que vous faites à côté. Et tout l'intérêt du jeûne intermittent, c'est de tolérer ces écarts et donc d'avoir une certaine liberté qui ne vous posera aucun problème. Peut-être nous rappeler le lien entre sucre et vieillissement, comment ça impacte véritablement notre organisme ? Alors on va le faire de façon assez simple, parce que c'est très compliqué. Quand vous prenez du sucre, vous allez fabriquer, pour métaboliser ce sucre, de l'insuline. Cette insuline va vous permettre d'utiliser le sucre que vous mangez comme une source d'énergie. Et ça, c'est juste tout à fait normal. Le problème, c'est que dans notre alimentation occidentale, vous prenez trop de sucre. Et par conséquent, vous allez fabriquer trop de sucre, trop d'insuline. L'insuline est un facteur de croissance. Donc quand vous en avez trop, vous ne dépensez pas assez l'énergie que vous prenez par le sucre, vous allez la stocker. Ce stockage de sucre se fait sous forme de graisse, on ne sait pas stocker du sucre. La synthèse des graisses peut aboutir à une inflammation. L'insuline est une hormone anabolisante qui permet de stocker et est un facteur de croissance qui va accélérer le vieillissement. Donc pour être simple pour les auditeurs, c'est un grand mécanisme, c'est l'augmentation de la sécrétion d'insuline et tout l'intérêt du jeûne intermittent, c'est de diminuer cette sécrétion d'insuline. On va venir à la pratique, mais avant ça, c'est vrai que vous rappelez dans le livre que autant peut-être sur l'alcool et le tabac, les personnes se livrent assez facilement, alors que sur l'alimentation, finalement, c'est presque plus compliqué. C'est étonnant, hein ? Alors sur le tabac, oui, les personnes se livrent facilement. Sur l'alcool, c'est plus difficile parce qu'il y a une notion de culpabilité, à mon grand regret, puisque moi je m'occupe des personnes qui ont des problèmes d'alcool, sur la consommation d'alcool, et je me suis rendu compte que sur l'alimentation, quand vous discutez avec les personnes qui ont des problèmes de santé liés à l'alimentation, dans la majorité des cas, et c'est vraiment étonnant, on retrouve rien à l'interrogatoire. Donc c'est ou des mécanismes de défense des personnes inconscients qui fait qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils ne mangent pas, ou alors un sentiment de culpabilité qu'il ne veut pas donner au médecin. Et moi, c'est juste l'inverse. Je ne suis pas là pour juger les personnes. Tout le monde a ses problèmes. Je suis là pour les accompagner. Et par conséquent, c'est compliqué, parfois, d'aider les personnes à mieux manger quand elles-mêmes ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Et pour l'alcool, je voudrais aussi insister. Pour l'alimentation aussi, je voudrais insister. C'est pas parce que vous prenez trop d'alcool une fois, que vous avez une ivresse une fois, que ça va être un problème de santé. Pour l'alimentation, c'est pareil. C'est pas parce que vous faites un gueuleton, vous avez une fête, un anniversaire, un mariage, Noël, que sais-je, que ça va poser un problème. Le problème, c'est dans la répétition de ce que vous allez faire. Ce qui est complexe, en tout cas, si on parle de notre mode de vie peut-être européen, c'est que là, on est en période automnale, c'est la rentrée, donc on a peut-être de l'anxiété, donc on va se jeter sur la nourriture. Ensuite, on a eu l'été, donc on a eu les apéros, les amis, la convivialité. Ensuite, va venir Noël, etc. Et puis finalement, après, la galette des rois. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a cette espèce de tempo où cette histoire de répétition va quand même revenir assez souvent, malgré tout. Ça devient plus une sorte d'exception. Puis le week-end, on se lâche un peu, il y a les happy hours. Et en fait, voilà. Alors, je dis ça pas parce que moi, je vis comme ça, mais on l'observe. Mais vous avez
complètement raison, c'est toutes les difficultés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient de nos modes de vie antérieurs et où, lors des époques antérieures, il n'y avait pas toute cette épidémie d'obésité, il y avait d'autres épidémies et on était plutôt en période de carence alimentaire, de disette alimentaire, et puis toute l'affection qu'on portait à sa famille, c'est « mange ma fille, mange mon fils, porte-toi bien ». Et aujourd'hui, il faudrait faire juste l'inverse. Et c'est tout un mode de réflexion qui est différent. Et toute cette répétition que vous avez rapportée, tout l'intérêt, justement, je trouve, pour pouvoir avoir cette liberté de la galette des rois, cette liberté quand vous êtes en vacances, c'est ce jeu d'intermittent. Vous décidez de le faire plusieurs fois dans l'année. Et vous êtes beaucoup plus libre. Avant de parler du jeûne intermittent, rappelez que vous êtes vent debout contre les régimes et le fameux effet yo-yo si connu, mais qui est pas simplement un truc de magazine féminin, qui scientifiquement montre un effet avéré. Je suis contre les régimes pour maintes raisons, parce que en tout premier, si ça marchait, on le saurait, ça ne marche pas. Parce que ça génère des frustrations, et quand vous générez des frustrations, vous aboutissez, on l'a dit, à l'inverse de ce que vous souhaitez, pour différents mécanismes biologiques, et sur le long terme, c'est intenable. Donc je pense qu'il faut arriver... D'ailleurs, je n'ai jamais prescrit un régime à mes patients. On discute, rien ne leur est jamais interdit, et quand ils veulent faire des écarts, surtout ils le font, et on discute ensemble de comment se fait cet accompagnement pour qu'ils arrivent à améliorer leur état de santé. D'ailleurs, vous-même, à titre personnel, est-ce que vous avez vu dans votre propre évolution, votre régime alimentaire, au bon sens du terme, évoluer en découvrant certaines études et des pratiques qui ont été modifiées ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce livre, il y a aussi un parcours personnel. Il y a la science et il y a le parcours personnel. Comme toujours dans vos livres, d'ailleurs. Comme toujours. Quand j'avais 20 ans de moins, j'étais beaucoup plus gros, je ne faisais pas attention à moi. Et puis j'ai vieilli, j'ai eu mes filles, j'ai dit ça va pas, j'ai mes filles à élever, j'ai à moi à faire attention, je vieillis. Et donc j'ai commencé à changer mon alimentation. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur le microbiote intestinal, en étudiant par quel mécanisme le microbiote intestinal va protéger le foie et par conséquent tout le reste de l'organisme. Et de façon parallèle, nous avons fait dans mon équipe de recherche des études scientifiques, d'autres équipes dans le monde ont fait des études scientifiques, et ce que je rapporte dans le livre, c'est vraiment, d'une part, les études scientifiques, et d'autre part, le processus personnel, comment on fait pour améliorer son état de santé en utilisant des méthodes non médicamenteuses, et en particulier l'alimentation. L'alimentation, c'est ce qui permet en premier de modifier son microbiote intestinal, de l'améliorer. Quand vous avez un microbiote intestinal en bonne santé, vous allez vous-même être en bonne santé. Est-ce que vous voyez justement des microbiotes qui sont par nature moins bons que les autres et qui peuvent évoluer vraiment positivement dans le temps et avoir des impacts forts sur l'immunité, le vieillissement, etc. Alors ça se fait encore dans des études de recherche, ça se fait pas dans pratique courante parce que ce sont des études statistiques et je vois trop de personnes qui viennent me voir avec une étude de microbiote, des personnes dans la détresse à qui qu'on a allégé de 300 € pour faire des études de microbiote, qui ne mettent pas dans les consultations. Mais dans les études, on sait que lorsque vous modifiez votre alimentation, vous allez modifier votre microbiote, vous allez l'amener vers un profil plutôt anti-inflammatoire. Je sais que les personnes que je suis qui ont une inflammation liée à, on le voit beaucoup par rapport à l'alcool, ont un microbiote qui est néfaste, délétère. Donc on sait qu'il y a des profils protecteurs et délétères, et j'espère que dans les années qui viennent, on pourra l'utiliser de plus en plus pour améliorer la prise en charge des patients. Je fais un petit détour parce que vous parliez de vos enfants tout à l'heure. Moi-même, on a des enfants à peu près du même âge et on voit que malheureusement, comme souvent chez les étudiants, l'alcool est très répandu, voire même un fléau, je trouve, dans certaines universités ou globalement. Est-ce que cette période particulière chez les jeunes peut ensuite se récupérer ou ça va quand même impacter sur le long terme, en fait, ces excès répétés chez les étudiants, avoir des effets délétères peut-être sur le long terme ?
Je fais un petit détour, mais... Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'une part, on sait, les études l'ont montré, que les personnes qui ont une consommation excessive et brutale d'alcool, qu'on appelle le binge drinking, qu'on voit chez les jeunes en particulier, ou beaucoup plus dans les pays du nord de l'Europe qu'en France, ont un risque accru, statistiquement, d'évoluer vers une consommation chronique d'alcool et d'évoluer vers une détérioration de leur état de santé. Mais ça, vous touchez pas les jeunes là-dessus. Quand vous dites aux jeunes de pas fumer, ça marche pas. Donc, il faut des campagnes différentes. Voilà. En revanche, je pense que l'évolution de la société vers une société plutôt où on protège des problèmes écologiques, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à ça. Et lorsque on a une bonne alimentation, elle est bonne pour nous-mêmes, elle est bonne pour notre microbiote, et on protège également la planète. On diminue la pollution, on diminue la production de gaz à effet de serre lorsqu'on a une alimentation anti-inflammatoire. Donc l'inflammation, c'est ce qu'on appelle, dans le cas de la santé globale, que les anglo-saxons disent One Health, vous améliorez à la fois tout votre écosystème, que ce soit vous-même, ce qui vit en vous ou ce qui vit autour de vous. Comment est-ce qu'on pourrait le traduire d'ailleurs en français, ce concept anglo-saxon qui est vraiment très intéressant de santé globale, justement, One Health? Santé globale. C'est ça. C'est la santé globale et vous n'êtes, vous, qu'un animal dans cette santé globale. Oui, c'est ça. Alors, le jeûne intermittent, pourquoi est-ce que il n'est pas considéré comme un régime? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est finalement un nouveau régime de plus. Et qui ne rentre pas dans le fameux effet yo-yo, ce jeûne intermittent. Alors, on va parler du jeûne et du jeûne intermittent, qui est une typologie dans cette grande famille du jeûne. Déjà, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un régime. Je ne sais pas. Le jeûne intermittent vous laisse... C'est bien de dire ça. Non, je ne sais pas. Et quand on me dit manger équilibré, je ne sais pas trop ce que ça veut dire de manger équilibré non plus. Et puis, ce n'est pas une figure de style, je ne sais pas. Ouais, on pourrait dire régime alimentaire au sens façon de s'alimenter finalement, en fait. Moi, je parle de régime alimentaire. Et ce que vous dites est très intéressant. Et je le dis moins maintenant, régime alimentaire, parce que j'ai des patients qui ne retiennent que régime. Et qui le traduisent, alors que pour moi, c'est un mode d'alimentation, qui le traduisent comme régime, frustration. Et en fait... le jeûne intermittent vous permet de faire tous les écarts, on pourra en discuter, le développer, de tolérer les écarts que vous allez faire et et j'insiste là-dessus, d'éviter les frustrations, ce que le régime, déjà mot régime, les personnes, je le vois, ont une aversion presque. Une aversion, une frustration, une anxiété de je vais être privé qui arrive. Et donc, voilà. On oublie l'anxiété, la frustration, vous prenez votre poubelle, vous la mettez dedans, et puis vous entrez dans un mode de vie où vous allez diminuer votre inflammation sous réserve que ce soit bien fait, et vous garderez votre liberté de faire les écarts quand vous le voudrez. Alors, comment est-ce qu'on va parler de ce jeûne? Déjà peut-être du jeûne un peu plus long, et puis du jeûne intermittent. Quel type de jeûne choisir en fonction de son mode de vie? C'est celui qui vous convient, qui va être tenable sur la durée. Après, faut pas se mentir, j'en vois beaucoup de lieux communs. Il y a des modes de jeûne intermittent, des modes, c'est des processus, des processus de jeûne intermittent qui vont vous améliorer et d'autres qui ne vont pas vous améliorer. Et je voudrais là faire référence à ce qu'on appelle le biorhythme ou le rythme circadien. Au moment où vous choisissez de manger et de jeûner, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences sur votre métabolisme. Et il y a un vieux proverbe qui est extrêmement important, c'est petit déjeuner de roi, déjeuner de prince, dîner pauvre ou dîner de pauvre, comme vous voulez. Et là, ce que je dis, c'est mon sentiment, mais c'est également, ça repose sur toutes les études scientifiques et médicales. Quand vous mangez trop le soir, vous allez avoir un pic d'insuline au moment d'un pic d'hormones de croissance. Vous allez avoir besoin de plus d'insuline que si vous mangez plus le matin. Quand vous ne mangez pas le matin, vous allez avoir tendance plutôt à générer un processus inflammatoire. Après, ça dépend de chacun, mais quand on décide de faire le jeûne intermittent selon la méthode 16-8, c'est-à-dire 8 heures je mange, 16 heures je ne mange pas,
c'est pas le petit déjeuner qu'il faut sauter. Dans l'immense majorité des cas, ça ne fonctionnera pas ou pas bien parce que les modifications hormonales que vous allez avoir ne correspondent pas au rythme circadien naturel. Le problème, c'est que là-dessus, et je le vis moi en tout premier, avec mes filles, c'est que c'est beaucoup plus simple, évidemment, et je le sais, de sauter un petit déjeuner que de sauter un dîner. Mais dans ce cas-là, j'ai trop de personnes qui me disent « chez moi, ça marche pas le jeûne intermittent ». Oui, vous le faites pas comme il faut. Et il y a même des études qui ont montré que un même repas pris au petit déjeuner ou pris au dîner, la même composition, était l'équivalent de plus de 200 calories en plus s'il était pris au dîner qu'au petit déjeuner. D'ailleurs, vous parlez aussi en termes d'énergie absorbée plutôt que de calories. Absolument. L'énergie absorbée va être supérieure quand elle est prise au dîner qu'au petit déjeuner. Alors, sauf que, comme vous l'avez très bien dit, souvent, ça correspond pas forcément. Peut-être que quand les enfants sortent du nid ou quand ils sont plus petits, qu'ils mangent plus tôt, c'est peut-être plus facile. Mais c'est vrai que quand on a des repas de famille avec soit des jeunes adultes, soit des adolescents, souvent, c'est le moment où tout le monde se retrouve dans la journée. Alors, vous avez raison. Et donc, c'est là où il faut choisir le jeûne intermittent que vous souhaitez. Déjà, vous n'avez pas à manger la même chose forcément que vos adolescents qui ont des dépenses énergétiques plus supérieures aux vôtres, qui sont en période de croissance. Le jeûne intermittent, c'est pas forcément se mettre complètement à jeun. Vous avez le droit à prendre vos 500-600 calories au dîner. Vous allez choisir ce que vous allez dîner. Si vous prenez des légumes le soir, vous n'aurez une sécrétion d'insuline beaucoup plus faible que si vous vous bourrez de féculents. Et donc, voire même de protéines animales. Voire de protéines animales, et ça on pourra en discuter. On a, les protéines, en particulier animales, vont activer certaines voies du processus inflammatoire. On peut rentrer dans les détails, la voie mTOR. Et quand ces protéines animales qui sont riches, ce qu'on appelle en acides aminés branchés ou ramifiés, valine, leucine, isoleucine, sont pris, vous allez générer un processus inflammatoire. Et qui en plus peut poser des problèmes de sommeil vers 3-4 heures du matin. Alors les problèmes de sommeil, et je voudrais juste faire un petit aparté sur les jeunes qui vont en salle de sport, et je le vois chez mes étudiants en médecine, et qui se prennent des compléments alimentaires pour se faire du muscle. Ces protéines des compléments alimentaires pour faire du muscle sont des protéines qui vont avoir un effet pro-inflammatoire. Donc on a le droit de vouloir se faire du muscle, simplement, faut juste savoir qu'on fait ça, on va se faire du muscle, et il est possible qu'on génère une inflammation qui va poursuivre derrière. Alors merci de le dire, parce que c'est vrai que chez ces jeunes-là, on voit toute une génération qui est très bodybuildée, beaucoup plus que dans nos générations, on doit être à peu près de la même génération tous les deux, où les garçons, là maintenant, veulent, avec l'effet certainement des réseaux sociaux, et donc consomment vraiment de la protéine comme ça. Ouais. Absolument, et ce sont des protéines, et là les mécanismes sont clairs, comment ils fonctionnent. Ce type de protéine, effectivement, va aboutir à une augmentation de la synthèse musculaire, va aboutir à des muscles, les personnes vont être plus forts, les sportifs professionnels le font beaucoup, mais c'est un choix. S'ils veulent avoir beaucoup de muscles et puis diminuer leur espérance de vie, vous ne pourrez pas leur empêcher. Vous pouvez juste leur expliquer. C'est comme le tabac. Le tabac, vous avez beaucoup de jeunes qui fument, vous avez beau leur expliquer, ça ne fonctionne pas. Et j'ai pas la prétention de dire c'est ça qu'il faut faire ou pas. Quand vous essayez de changer quelqu'un sans le convaincre, vous n'y arrivez pas. Au moins, on a l'information, parce que c'est vrai que maintenant, sur le tabac, on le sait, mais peut-être que là, l'information n'a pas encore beaucoup circulé, je pense. C'est exact. Et puis, il y a aussi tout un marketing de certains compléments alimentaires, de salles de sport, pour vous pousser à prendre ça. Mais vous verrez, je suis pas prophète, mais je vois l'évolution de la société. Vous aurez, à mon avis, de moins en moins de cancers liés au tabac, parce qu'il y a quand même beaucoup de promotion, d'incitation à moins fumer, même si les jeunes fument beaucoup. Et puis le tabac coûte de plus en plus cher, et vous aurez beaucoup plus de maladies liées à l'alimentation. Oui, ça c'est sûr. Malheureusement pas par rapport au tabac, mais d'un point de vue général, ça s'est rebasculé. Alors sur ce jeûne intermittent, peut-être revenir sur cette idée de plateau. Quand on pratique, par exemple, ce qui est mon cas, et par commodité aussi, le jeûne intermittent le matin, comme vous l'avez rappelé, c'est plus facile de sauter ce repas-là. On peut arriver sur un palier où il n'y a plus forcément d'effet ou d'efficacité. Tout à fait. C'est pas propre au jeûne intermittent, c'est propre à tous les traitements. Oui. Au bout de combien de temps, d'ailleurs? Ça dépend des personnes? Ça dépend des personnes. Ça peut être 3 mois, 4 mois, 6 mois.
Ça dépend des personnes. Et vous arrivez au maximum de ce que ce type de traitement peut vous apporter. Pareil, quand vous prenez un traitement pour diminuer votre pression artérielle, je le prends au hasard, vous allez arriver à un autre palier de pression artérielle. Peut-être il vous faudra un deuxième médicament. Pareil, quand vous prenez un traitement pour le diabète ou pour le cholestérol, vous allez diminuer votre cholestérol, vous aurez un autre palier. Vous allez diminuer votre taux de sucre, vous aurez un autre palier. C'est pareil pour le jeûne intermittent, vous allez avoir un autre palier. Quand vous décidez de faire un jeûne intermittent, le palier, ça peut être votre poids, ça peut être l'amélioration de votre prise de sang pour voir jusqu'où vous vous êtes amélioré. Quand vous choisissez, comme vous, de faire un jeûne intermittent qui, pour moi, si vous voulez, n'est pas le meilleur, il est intéressant de voir si sur votre prise de sang, vous êtes vraiment efficace ou pas. De quelle manière? C'est quel paramètre d'ailleurs? En général, vous faites une prise de sang avant, vous regardez votre taux de sucre, vous regardez votre hémoglobine glyquée, vous regardez le niveau des enzymes du foie, ALA, TASAT, gamma-GT, vous regardez vos triglycérides, vous regardez votre cholestérol, vous regardez votre pression artérielle. Ça sont des check-ups que les médecins font faire couramment? Ou il faut quand même demander spécifiquement? Normalement, le cholestérol, le taux de sucre, la pression artérielle, c'est un check-up vraiment de base à faire. En particulier s'il y a des facteurs de risque. Et vous regardez si ça s'est amélioré ou pas. Et vous savez si votre mode d'alimentation vous permet d'aller mieux ou pas. Par rapport à ce palier, comment ça fonctionne? Si par exemple, en fait, l'idée c'est un peu de choquer, je ne sais pas si le terme est approprié, ou de surprendre peut-être un peu le corps, de le mettre dans un stress positif. On va expliquer la cétogénèse, mais comment, si je fais ce palier par exemple, de pas moi, mais en général, la personne dit tiens, je fais un jeûne intermittent le matin, ça a arrêté de fonctionner, donc maintenant je vais le faire le soir. Est-ce que 6 mois après, on peut revenir en arrière et dire je vais reprendre le matin pour faire des petits chocs comme ça, alternés, par exemple? Il y a plusieurs choses pour aller mieux. Il y a d'une part, quand est-ce que je mange? Et ça, c'est le jeûne intermittent. Et c'est qu'est-ce que je mange? Donc, vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. Si vous mangez de façon à vous protéger avec beaucoup de légumes, des fruits, peu d'aliments transformés, ça va avoir beaucoup moins d'impact, ces modifications que vous proposez, que si vous avez une alimentation plutôt pro-inflammatoire. Ouais. Donc, tout dépend comment vous le modifiez. En tant que médecin, je ne recommande pas de sauter le petit déjeuner, mais moi j'ai un biais, c'est j'ai des personnes qui viennent me voir qui ont déjà des problèmes de santé. Oui. Si on est dans la prévention, le discours peut être différent et vous vous surveillez et vous regardez comment votre organisme va évoluer, parce qu'on va partir d'une médecine statistique pour vous à une médecine individuelle. Et c'est pas la même chose de voir des personnes déjà malades où ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas, il faut les amener vers ce qui va fonctionner, et des personnes qui sont là pour la prévention et vivre mieux le plus longtemps possible. Et de l'optimisation. Oui, tout à fait. Je pense néanmoins que ne pas prendre de petit déjeuner, en général, c'est pas très bon en termes de biorhythme, et il vaut mieux prendre un tout petit peu. Vous allez marcher un peu dehors, vous sortez votre chien, et ensuite vous revenez. Le mien, par exemple, non, le mien, c'est moi qui le sors. Oui. Et vous avez le temps de promener votre chien en plus de toutes vos activités, ça prend du temps quand même. Ouais, je me réveille un quart d'heure, une demi-heure plus tôt pour le sortir. Et en fait, vous prenez même pas un grand petit déjeuner, vous prenez un petit café, vous prenez une tranche de pain complet, vous prenez juste quelque chose pour que votre organisme se réveille et sache que c'est le début de la journée. Alors justement, il faudrait commencer par quoi? Moi, je dis à mes enfants, mes jeunes adultes, ne prenez pas par exemple du café à jeun, parce que j'ai l'impression que ça va agresser l'estomac. Prenez un verre d'eau avant et puis mangez quelque chose et puis ensuite peut-être prenez un café. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai aussi parmi les patients qui viennent me voir des personnes qui ont mal au ventre. Et ce que vous dites m'interpelle. Vous, j'anticipe que vous prenez un café. Ça vous fait le matin à jeun. Ah, moi, je ne prends pas de café, justement. Ça vous fait mal au ventre. Et donc, ce que vous dites à vos enfants, ne prends pas de café, tu auras mal au ventre. Vous transmettez un comportement à vos enfants et vous risquez de transmettre, par mimétisme, c'est une sorte d'hypnose, le mal au ventre lié au café. Oui. Alors que peut-être, eux, vont bien tolérer le café. Et donc... moi, je laisserai vos bouillot, un peu. Et donc, je laisserai vos enfants beaucoup plus libres. J'ai beaucoup de personnes qui aiment leur café le matin en se réveillant. À jeun.
Moi, j'aime mon café le matin en me réveillant. J'ai un bon goût, ça sent bon et j'aime ça. C'est vrai que ça sent bon. J'adore l'odeur du café. Et donc, je dirais que j'ai des personnes qui transmettent leur mal de ventre à leur famille en se plaignant. Ah, j'ai mal au ventre. Et donc, la personne en face, tiens, maman, elle a mal au ventre. Moi, peut-être, j'ai mal au ventre aussi. Le café doit donner mal au ventre. Ouais, le café est une des boissons les plus étudiées, les plus anti-inflammatoires. Ouais. C'est vraiment un grand protecteur, le café. En tout cas, pour le foie. Jusqu'à combien de café, justement ? Dès la première tasse, vous êtes protégé. Le problème du café, à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a un côté positif et délétère. Le poison fait la dose. Voilà. Et donc, le café, ça peut vous exciter un peu. Ça peut donner, quand on en prend trop, des troubles du rythme au niveau du cœur. Ça peut donner des palpitations. Mais c'est comme quand vous prenez des fibres. Les fibres, ça va avoir un effet protecteur. Puis si vous êtes un peu sensible, ça va vous faire gonfler, vous aurez mal au ventre. Tout ce qui a un effet positif peut avoir potentiellement, ça ne veut pas dire que ça va avoir, un effet balancier. Ouais. La médecine, la science, c'est un subtil équilibre entre les deux. C'est ça, c'est la voie du milieu chère aux orientaux. Expliquez-nous quand même le mécanisme d'autophagie, parce que je trouve quand on fait de la pédagogie et qu'on comprend en fait évidemment le mécanisme sur notre corps, c'est plus facile de l'intégrer. Oui, alors l'autophagie, c'est très compliqué l'autophagie, même pour les chercheurs, c'est quelque chose de très compliqué. Ah oui, oui, c'est quelque chose de très compliqué. En fait, c'est un processus qui permet d'éliminer les cellules en mauvaise santé. On se mange soi-même et puis on voit comme des petits Pac-Man. Là, voilà, c'est ça exactement. Elles s'autodétruisent et elles peuvent être détruites par l'immunité. Et quand ce processus est on va dire ce processus ne fonctionne pas bien, ça laisse libre cours. Quand vous l'inhibez, vous ne détruisez pas des cellules inflammatoires et vous allez avoir un processus pro-inflammatoire qui va apparaître et qui va accélérer le vieillissement. Comme si ça allait... vous ne pouvez pas détruire ce qui ne va pas bien. De mauvaises cellules, c'est ça ? Vous ne pouvez pas détruire en vous ce qui ne va pas bien. Ouais, donc il faut, d'ailleurs... Dans l'histoire de l'humanité, on le voit sur toutes les études sur le jeûne, l'homme a toujours eu des périodes, et on le voit aussi chez les animaux, en fait, de carence comme ça, de se mettre en dette, en fait. Vous avez raison, et on peut même se poser la question, donc ça c'est plus philosophique, c'est pas démontré ce que je dis. Nos ancêtres ont survécu à toutes ces périodes de famine, et donc on peut se demander si notre génération, nous sommes ici, on n'est pas quelque part prédisposé à devenir obèse, puisqu'on a survécu, nous, à toutes les époques de famine, et là, on est en période de surabondance alimentaire. Intéressant. Voilà, mais ça, c'est plus philosophique, c'est pas scientifiquement démontré. Ouais. Et puis, on sait que tout organisme qui, à un moment donné, prolifère trop, va bien s'organiser pour aussi s'autodétruire. Donc, c'est ce qu'on est peut-être en train de faire aussi. Philosophique. Alors, c'est philosophique, c'est pas très joyeux, mais à l'échelle de la planète, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. De quoi protège-t-elle ce mécanisme de l'autophagie ? Peut-être nous dire, vous dites de la dégénérescence neuronale, et quelle maladie en fait on prévient quand on fait ce jeûne intermittent, quand on fait ce jeûne et quand on rentre dans ces mécanismes en fait d'autophagie qui nous protègent. En fait, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle la méta-inflammation, méta pour métabolique, inflammation pour inflammation. C'est l'inflammation liée à notre environnement au sens large et plutôt à notre alimentation. On génère un processus inflammatoire et ce processus inflammatoire est à l'origine d'une accélération du vieillissement. Donc ça veut dire moins d'années de vie, des années de vie avec des handicaps, donc une maladie cardiaque, un risque d'accident vasculaire cérébral, un risque de cancer. Certains disent c'est un peu moins prouvé, un risque de dégénérescence neuronale avec une augmentation du risque de maladie d'Alzheimer, un risque de maladie du foie, pour moi qui suis hépatologue. Oui. Et cette méta-inflammation, en fait, est un socle commun à toutes les maladies métaboliques. Et donc, quand vous diminuez cette inflammation, quand vous activez l'autophagie, vous allez diminuer cette méta-inflammation et vous allez vous protéger. C'est ça qui est remarquable de toutes ces maladies-là. Ce qu'on ne sait pas bien encore, c'est pourquoi quelqu'un va plutôt évoluer vers une maladie du cœur, l'autre plutôt vers une maladie du foie, l'autre, on le sait un peu, mais pas complètement, l'autre plutôt vers une maladie des vaisseaux. Voilà.
Mais ça dépend aussi beaucoup de vos cofacteurs. Si par exemple, vous avez une inflammation métabolique liée à votre alimentation et vous prenez là-dessus un petit peu d'alcool, pas forcément beaucoup, mais même 2 verres, vous risquez d'aller plutôt vers une maladie du foie. 2 verres par jour ? Par jour, si vous êtes en surpoids, vous avez une inflammation métabolique, même ces 2 verres, tous les jours, peuvent être néfastes. Donc c'est tout le problème de la susceptibilité individuelle à l'alcool. C'est pas l'alcool qui vous rend malade, c'est pas forcément l'alimentation qui vous rend malade, c'est l'interaction entre les deux. Si par exemple, vous avez une inflammation métabolique et vous allez plutôt fumer en plus, vous risquez d'aller un peu plus vers une maladie du cœur ou un accident vasculaire cérébral. Ce sont des cofacteurs qui vont faire que vous allez prendre un aiguillage ou un autre. En fait, tout ça sur un même socle de base qui est l'inflammation métabolique. Ce qui n'est pas évident quand même quand je vous écoute, c'est que pour des personnes qui sont déjà malades, forcément ils arrivent en bout de chaîne et donc là on peut faire des examens et démêler le vrai du faux. Mais comment en amont savoir qu'on pourrait avoir ces cofacteurs et ces facteurs de risque quand on fait par exemple alcool plus un peu trop de sucre, etc. Et que ça nous conduit là. Mais je pense que c'est juste l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. Je pense que vous le dites vous-même, quand il y a un peu d'alcool, quand vous avez une alimentation moyenne, il y a des choses très simples. Vous prenez votre poids, vous calculez votre index de masse corporelle, vous prenez votre tour de taille, vous faites votre check-up, et on peut le voir, on peut l'anticiper. Alors tout va bien, et puis vous êtes justement en prévention, vous n'êtes pas encore malade, et c'est là où vous allez être le plus efficace. Une fois que vous êtes déjà malade, vous avez déjà un problème de santé, vous allez être efficace, et plus vous allez avancer dans cet état de santé, moins cette efficacité va être significative, plus ça va être compliqué, plus vous aurez besoin de médicaments. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de silencieux, et puis après, quand ça peut être trop tard, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et là, vous avez raison, et c'est tout le problème de l'inflammation métabolique. Elle est silencieuse, et on raisonne encore beaucoup en médecine d'organes. Moi, hépatologue, cardiologue, neurologue, néphrologue pour le rein, et on arrive habituellement à un stade où la maladie a déjà apparu. Oui. Alors que la méta-inflammation, comme vous le dites, elle est infraclinique, elle est avant que la maladie d'organes apparaisse. Et c'est là où vous avez raison, on est dans la prévention, c'est là où ça marche le mieux, mais c'est là où c'est le plus difficile à détecter. C'est ça. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas forcément qu'en fait on est en train de faire des mauvaises associations parce qu'on n'en pâtit pas complètement en plus. Mais ça, vous avez des professionnels de santé qui peuvent vous aider là-dessus, et puis vous avez... pour ça que je fais un livre aussi. C'est pour moi, c'est la pédagogie, parce que je vois tout le problème qu'on peut observer où des personnes arrivent chez moi en consultation et c'est encore réversible, mais on aurait pu être à un stade réversible avant, dans la prévention avant. C'est vrai que c'est difficile. Je dirais que c'est se prendre en charge soi-même, faire attention à soi, à son biorhythme, à la qualité de ce qu'on mange, à la quantité de ce qu'on mange, à son mode de vie, et à son check-up, à pas faire l'autruche. Et puis parfois, c'est difficile de pas faire l'autruche, parce que faire un check-up, c'est générateur d'anxiété. Pour certaines personnes. Pour d'autres, ça les rassure. Oui. Venons-en peut-être à justement cette journée qui serait un peu entre guillemets idéale, sans du tout mettre d'injonction derrière ce mot idéal. L'idée, c'est pas on l'a bien dit, de faire des écarts, tout ça c'est ok, de se faire plaisir. Vous êtes aussi beaucoup là-dedans dans le livre et vous le rappelez, c'est vraiment important. Mais si on avait un peu une journée type, à quoi elle ressemblerait ? Ça dépend ce que vous faites, ça dépend quel est votre âge, ça dépend quel est votre mode de vie, ça dépend de votre situation familiale, ça dépend de beaucoup de choses. Alors si je décide de jeûner le soir, j'arrête le jeûne intermittent le matin et je pars sur les 18 heures. Voilà, si on part sur l'alimentation, si on part sur du 16-8, donc vous allez vous réveiller le matin, peut-être ou peut-être pas, vous aurez envie de faire un peu d'activité physique, donc ça peut être soit un peu chez vous, soit vous sortez faire le tour de votre pâté de maison, soit vous faites un petit footing ou pas, donc je suis très à l'aise pour le dire, je le fais pas moi-même, moi je sors juste mon chien, et puis... C'est les fameux entre 4 et 7 000 pas ou 10 000 pas, ça va, c'est très large d'ailleurs sur les pas, on ne sait toujours pas si c'est 4 ou 10 000. Ça dépend d'où vous partez. Ouais. Ça dépend d'où vous partez, ça dépend s'il y a des escaliers en plus. Voilà, c'est des moyennes, c'est de la médecine statistique. Et puis c'est pas 7000 pas le matin en se réveillant, parce que là c'est juste pas possible. Et puis ensuite vous prenez votre petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, il faut qu'il soit anti-inflammatoire, si on est dans un monde idéal. Donc en sortant le matin, vous allez chez votre boulanger, vous achetez un pot de pain complet, et puis vous prenez... Bio de préférence.
Idéalement bio de préférence. Le problème du bio, c'est que tout le monde ne peut pas se payer du bio et on est dans une vraie inégalité sociale. Et vous avez raison, bio c'est mieux. Alors j'ai vu quand même aussi passer des bouquins qui analysaient une assiette bio pour les plus pauvres et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on voit parfois comme il y a quantité d'argent qui partent dans des sodas, dans des sucreries qui peuvent aussi être peut-être récupérés dans peut-être de la protéine végétale. Vous avez raison. Voilà. C'est quand même une compliqué. Organisation. C'est quand même compliqué quand on gagne moins d'argent de mieux manger. Oui. Voilà. Et on peut le dire, toutes les études le montrent, mes patients, je le vois, c'est compliqué de mieux manger. Du pain complet chez votre boulanger, vous prenez 30 à 50 grammes, donc 2-3 tranches, et puis dessus, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de beurre, vous pouvez mettre un peu de fromage, vous pouvez mettre, moi j'aime bien mettre un peu de poisson, et... poisson type maquereau, sardine. Type maquereau, type œuf de poisson. D'accord. Voilà, vous pouvez mettre une tranche de fromage. Et là, vous prenez une boisson anti-inflammatoire. Vous allez prendre ou un café ou un thé. Ou une tisane, si ça vous fait plaisir. Et puis, pour vous protéger, vous avez besoin de fibres, de vitamines. Vous allez prendre un fruit. Mais un fruit, c'est pas un jus de fruit. J'ai trop de personnes qui prennent un jus de fruit en se donnant bonne conscience. Vous allez prendre un fruit anti-inflammatoire. Oui, puis souvent le jus de fruit, c'est un jus de fruit industriel. Même si vous faites vous-même votre jus de fruit, vous allez avoir trop de sucre et pas assez de fibres. Donc vous allez prendre, si vous aimez... moi, je prends une pomme parce que je pense que la pomme... Alors, vous êtes fan de la pomme, vous l'aviez dit dans le précédent. Alors, c'est pas je pense, c'est en fait, c'est fondé sur la science et les études, sur la pectine. Oui. Une pomme, des fruits anti-inflammatoires, des myrtilles. Vous pouvez prendre des fruits riches en vitamine C comme des kiwis. Vous pouvez prendre des oranges si ça vous fait plaisir. Mais encore une fois, vous la mangez pour maintes raisons. Vous la mangez parce que ça prend plus de temps, donc vous aurez un meilleur niveau de satiété, parce que ça va être accompagné de fibres que vous perdez quand vous faites un jus. Donc vous aurez des fibres qui vont protéger votre microbiote intestinal. Et comme c'est fait sous forme de fruits et pas sous forme de jus, vous en prendrez moins. Et votre glycémie, le taux de sucre dans le sang va moins monter. Vous aurez moins de sécrétion d'insuline. Ça peut être une banane aussi ? Ça peut être une banane. La banane est l'un des fruits les plus sucrés. Je préfère la pomme à la banane. D'accord. Le problème de la pomme, c'est que les personnes qui ont un ventre sensible, ça peut les faire gonfler, elles peuvent avoir mal en ventre. Avec la peau, la pomme, vous dites. De préférence. Idéalement, c'est là où il y a le plus de pectine. La banane va faire moins mal au ventre, va être plus sucrée. D'accord. C'est toujours le yin et le yang. Oui, exactement. L'équilibre, le fameux. Voilà. Ensuite, vous allez travailler, vous allez vaquer à vos activités. Si vous êtes à la retraite, vous faites autre chose. Et vous évitez de grignoter jusqu'au déjeuner. Vous pouvez ensuite, à votre déjeuner, vous prenez... à la limite, ce que vous voulez. Attendez, juste une petite question. Oui. Entre le petit déjeuner et le déjeuner, idéalement, il faudrait qu'il y ait peut-être combien d'heures de digestion ? 4 heures. D'accord. 4 heures. Donc, si on a un peu jeûné le matin parce qu'on a fait du sport et qu'on est un peu tard et qu'il reste 2 heures... Après le sport du matin, vous jeûnez pour... Pardon, c'est juste l'inverse. Oui. Après le sport le matin, vous n'allez pas jeûner. Vous allez manger un peu parce que quand vous allez faire une activité physique le matin, vous avez fait travailler vos muscles. Vos muscles vont avoir besoin de cicatriser, de régénérer. Et donc, vous allez même prendre un petit déjeuner enrichi en protéines. D'accord. Donc là, vous pouvez rajouter un œuf, par exemple. Vous pouvez rajouter un peu d'avocat aussi, si vous voulez. Très bien. Ensuite, au déjeuner, vous allez prendre une entrée qui va être... riche en fibres, vous allez prendre en antioxydants, vous pouvez prendre une salade, des tomates, des concombres, des haricots verts, vous allez prendre votre plat, donc dans votre plat vous prendrez des protéines anti-inflammatoires, ça peut être du poisson, ça peut être de la volaille, ça peut être des œufs, vous allez prendre un féculent, ça peut être du pain, ça peut être des pâtes. Vous évitez quand même la viande rouge dans ce que vous avez dit là. Vous me parlez d'un monde idéal. Oui, donc, dans un monde idéal, vous allez éviter... Non, mais c'est pour ça que je le souligne. Oui, vous me parlez d'un monde idéal. La viande rouge est une viande plutôt pro-inflammatoire. Pour maintes raisons. D'une part, c'est une viande qui va activer les voies de l'inflammation au niveau du métabolisme. C'est une viande qui va, quand on la produit, aboutir à le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est encore une fois dans le cadre d'une santé globale où on va éviter... la viande rouge. Donc une alimentation anti-inflammatoire avec donc des protéines, œufs, viande blanche, poisson
Et pour les végétariens, vous pouvez prendre des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, où là vous aurez votre source de protéines. Les légumes, ça peut être des brocolis, ça peut être des haricots verts, ça peut être des choux-fleurs, ça peut être des artichauts, ça peut être... Voilà, il faut que votre assiette soit colorée, en fait. Vous pouvez prendre un fromage, vous pouvez prendre un dessert. Un dessert, ce ne sera pas un dessert sucré, ce ne sera pas un yaourt aux fruits, ce sera un fruit, et puis celui que vous voulez. Et puis après, vous pouvez reprendre un fruit vers 15 ou 16 heures, si vous voulez. Vous pouvez prendre une pomme. Et si vous êtes en jeûne intermittent, vous allez alléger votre dîner, et vous prendrez une soupe de légumes, vous prendrez des légumes, et vous ne prendrez pas de produits sucrés au dîner. Et puis vous aurez une bonne journée. Certains vont jusqu'à dire que quand vous faites un jeûne 16-8, vous êtes encore beaucoup plus libre que ce que je dis moi, parce que de toute façon, vous êtes protégé par les 16 heures où vous allez limiter votre sécrétion d'insuline après. Quand vous dites, quand on fait un jeûne intermittent, on prend cette soupe, c'est pas un bouillon, on parle bien d'une soupe, c'est-à-dire qu'on a mis tous les légumes et pourtant on est encore dans cette période de jeûne. Vous prenez une soupe, vous prenez un bouillon, vous prenez vos légumes, donc vous n'êtes pas en termes de jeûne religieux, jeûne je prends rien du tout, vous êtes en termes de calories, vous êtes à 500-600 calories au coucher et uniquement avec des bonnes calories. Oui. Et si on veut faire cette méthode, le jeûne de 24 heures, c'est-à-dire vous l'appelez 5-2, 5-2e, je sais pas comment vous 5-2, moi je dis. 5-2, voilà. Combien on peut le faire, quoi, 1 à 2 fois par semaine, par exemple ? Alors, par définition, 5-2, moi je trouve que c'est plus facile, mais même quand je discute avec mes patients, beaucoup préfèrent le 16-8. 5-2, c'est 5 jours par semaine, vous êtes complètement libre, et 2 jours par semaine, vous êtes à jeun, ou 500 calories, juste quelques légumes. Consécutif ? Et 2 jours par semaine non consécutifs. Et donc, vous choisissez vos 2 jours. Quand on dit... Il faut faire très attention. Quand on dit les jours où vous ne jeûnez pas, c'est open bar. Alors ça, c'est important, vous le précisez bien. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup présenté comme ça, et beaucoup présenté comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc là, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Dans les études qui montrent que le jeûne 5-2 fonctionne, je parle des études scientifiques, ces études montrent aussi que les personnes qui font le 5-2 on leur dit c'est open bar. Mais en fait, quand on étudie leur alimentation, les 5 jours où elles ne jeûnent pas, elles font attention à elles, de façon naturelle, parce qu'elles se sont mises dans cette optique d'aller mieux, de faire un 5-2, donc de façon consciente ou inconsciente, elles vont mieux manger ces 5 jours-là. Et donc là, ça fonctionne bien. Et on leur a dit, pourtant, c'est open bar. Oui. Si vous faites open bar et mangez, excusez-moi de le dire aussi crûment, mais de la merde, les 5 jours où vous êtes parfaitement libre, je ne suis pas du tout convaincu que ça fonctionne. Ça paraît évident, en fait. Oui, ça paraît assez évident, parce qu'on se dit, puis ça n'a pas de sens véritablement, quoi. Enfin, exactement. Ça fait un peu orgie romaine, quoi. Exactement. Quand vous décidez de faire le 5-2, c'est quelque part pour faire attention à vous. Et si vous faites un gueuleton, vous avez envie de faire la fête, un mariage, un anniversaire, que sais-je, et le lendemain, vous jeûnez, vous passez du 5-2 au 16-8. Voilà, et puis ça, vous êtes libre. Hein. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait les lendemains de fête ? Et vous passez au 16-8. Voilà. Et vous faites attention le lendemain. Et quand vous faites Noël, le jour de l'an, vous faites votre 16-8. Et puis si vous êtes un peu plus âgé, vous avez un peu plus de mal à perdre du poids, à faire attention, le 16-8, au lieu de le faire 2 jours, 3 jours, vous le faites 1 semaine, 10 jours. Parce que le métabolisme n'est pas le même à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans. Petit poke personnel à mes parents qui font ça, c'est très bien. Une autre règle d'or que vous proposez, que je trouve vraiment intéressante, c'est la règle des moins 20% dans le quotidien. Et elle est assez efficace. Elle est même très efficace. Alors là, on fait une petite transition du jeûne intermittent vers la restriction calorique, qui est aussi extrêmement efficace. Afin de ne rien interdire à mes patients, je leur propose, lorsqu'ils ne veulent pas faire du jeûne intermittent, parce qu'ils veulent autre chose, je dis, vous faites tout Pourquoi comme vous ne voyez pas d'ailleurs le jeûne intermittent comme une restriction calorique ? Parce que... Je fais une petite parenthèse. Oui, parce que, indépendamment de la restriction calorique, rien qu'en faisant du jeûne intermittent, en mangeant la même quantité de calories, vous allez vous améliorer parce que vous avez un biorhythme, un rythme circadien, on dit, qui correspond. Sous réserve que, là, vous preniez votre petit déjeuner
et pas votre dîner. Oui. Avec la même quantité de calories. J'ai dit que des calories au dîner sont... Alors, 1 kilo est 1 kilo, mais une calorie n'est pas une calorie en fonction du moment où on la prend. Et pour la restriction calorique, vous allez également vous améliorer. Et donc, pour ne pas priver mes patients, je leur dis, vous faites juste ce que vous faites d'habitude, mais vous en enlevez 20%. Oui. Et ça vous donne aussi une certaine liberté. Et là, vraiment, le luxe, le Graal, c'est un peu de restriction calorique et un meilleur rythme circadien, donc un peu de restriction calorique, un peu jeûne intermittent. Oui. Et là, c'est bingo. Là, c'est bingo. Et il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est de tenir un petit cahier pour noter ce qu'on est en train de faire avant et puis peut-être après. Alors, c'est ce que... Quand mes patients, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des problèmes métaboliques, pourquoi il y a des problèmes de poids, alors que quand je discute avec eux, je trouve pas d'erreur, je leur demande de bien tout noter. En revanche, quand on fait du jeûne intermittent, de la restriction calorique, il y a un subtil équilibre à trouver, à pas passer dans l'obsession. Oui. Ce qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie, où vous devenez obsédé de votre alimentation, et l'alimentation doit rester un plaisir. Un mot qui s'est popularisé ces dernières années, qu'on connaissait moins dans le grand public il y a quelques années. L'alimentation, c'est d'une part un apport énergétique pour vivre, mais d'autre part un plaisir, c'est convivial. On l'a vu en période Covid, il n'y avait plus le plaisir, on était tout seul. Et donc l'alimentation est un moment de partage extrêmement important. Il y a un côté hédonique dans l'alimentation. Oui. Et si vous devenez obsédé, votre alimentation, vous allez perdre tout ce côté convivial, social de votre alimentation. Vous ne serez pas bien et vous aurez juste l'inverse de ce que vous souhaitez. Donc notez oui, notez de façon obsessionnelle. Notez oui, ça dépend pour qui. D'accord. Faut pas que ça devienne une obsession. Ok, donc on reste quand même dans la... Ça dépend pourquoi vous notez, et en tout cas pas tout le temps. Comment est-ce qu'on allie justement à nouveau l'activité physique à tout ça ? Parce que forcément, on a parlé du One Health tout à l'heure, c'est vraiment un mode de vie global. Alors tout dépend comment vous êtes pour l'activité physique, et ça dépend aussi de l'âge, d'où vous partez. On parle beaucoup de sédentarité en ce moment, de cette idée que la chaise tue quand même. Absolument. Quand vous êtes très sédentaire, si du jour au lendemain je vous dis allez en salle de sport, allez faire du sport, je romps le contact avec la personne. À juste titre, la personne ne reviendra plus parce que je ne m'adapte pas à son mode de vie et c'est juste pas possible. Donc une personne qui est sédentaire, vous lui demandez d'abord de se lever régulièrement, toutes les demi-heures, toutes les heures, de faire le tour de son appartement. Puis après, vous lui dites, chaque jour, vous prenez votre téléphone et puis vous regardez combien de pas vous faites. Et puis vous augmentez. Si vous êtes à 700, vous passez à 1500, à 2000. Et puis vous arrêtez de prendre les ascenseurs, vous prenez les escaliers. Tout ça pour arriver progressivement, non pas à faire du sport, mais à bouger ses muscles. Oui, se mettre en mouvement, quoi. Se mettre en mouvement. Quand vous bougez vos muscles, vous allez... diminuer la résistance à l'insuline et du coup vous allez sécréter moins d'insuline pour un même apport alimentaire. Et puis au fur et à mesure de cette augmentation d'activité physique, vous pourrez après faire une activité physique plus importante, voire du sport. Voilà, moi je suis très à l'aise pour le dire. Moi je fais pas de sport, j'aime pas ça. Je pense que j'ai tort. Et donc je marche. Je prends les escaliers, je ne prends pas les ascenseurs. On adapte ce qu'il faut faire à son mode de vie pour pouvoir vivre ou survivre, en fait. J'avais fait un podcast passionnant avec un médecin psychiatre qui travaille sur la marche-thérapie, justement. Et on voit des bienfaits extraordinaires de la marche, y compris sur l'anxiété, sur les dépressions. Cliniquement, on voit sur les études des effets très importants. Donc la marche est vraiment bonne. Et c'est très important ce que vous dites, la marche est bonne. D'une part parce que, en termes métaboliques, ça va réduire le processus inflammatoire et par ce mécanisme, ça peut vous faire aller mieux psychologiquement. D'autre part, vous allez défocaliser votre attention et vous serez mieux. Et ce qui est très intéressant pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est qu'un mode d'alimentation anti-inflammatoire dont on a parlé, et même un jeûne intermittent va vous améliorer sur le plan mental, sur le plan de votre humeur, et vous irez mieux. Et c'est moi qui dis ça, mais c'est à partir d'études qui ont été faites. Un régime anti-inflammatoire type crétois, chez des personnes qui ont un syndrome anxio-dépressif, alors on compare un peu
chèvre et chou, mais peut avoir un effet quasiment aussi bénéfique qu'un soutien psychologique. Ouais, c'est fou. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Non, pas du tout. Mais c'est important à montrer que l'alimentation anti-inflammatoire a aussi un effet sur l'humeur. Oui. C'est sur quoi? Le taux de cortisol, c'est ça? Alors, c'est compliqué à dire. Ça, c'est les études ont mesuré le niveau d'anxiété, l'humeur. Les hormones de stress, c'est le cortisol, l'axe hypothalamus, hypophyse surrénal. C'est l'adrénaline. Noradrénaline, la sérotonine aussi. Et il faut savoir, j'ai des personnes qui veulent mesurer le taux de cortisol pour voir s'ils sont stressés ou pas. Il n'y a pas besoin de faire ça. D'une part, c'est des hormones, c'est compliqué à doser, qui ont des durées de vie très brèves, et donc c'est pas bien corrélé dans le sang. Mais ce sont les axes associés au niveau d'anxiété, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses à préciser quand on est dans des périodes particulières ou pour des gens, alors évidemment on ne va pas passer en revue toutes les maladies, mais je pense à cette fameuse période de la ménopause chez les femmes, où il y a souvent cette prise de poids, on a l'impression que la personne va manger 1 gramme d'un truc, elle va prendre 1 kilo tout de suite, et on ne se reconnaît plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est pas juste une impression, il y a des modifications, c'est la réalité. Le tour de taille s'épaissit, etc. Absolument. Et c'est au moment où le risque métabolique de la femme, après la ménopause, rejoint celui de l'homme. Donc, ce qu'on peut faire, et tout dépend des personnes. Plus protégé par nos hormones. Absolument. Là, une des possibilités, on n'est pas là pour ça, mais c'est important de le dire, c'est avec votre gynécologue, voir si vous avez besoin d'un traitement hormonal substitutif. Qui ont beaucoup changé, il faut le dire. Qui ont beaucoup changé, et puis il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été faites sur les études faites aux États-Unis avec un traitement oral qui augmentait le risque de cancer, alors qu'en France, on le donnait par voie percutanée, donc le métabolisme des hormones n'est pas du tout le même. Voilà, mais ça, c'est à discuter avec votre médecin. C'est pour ça que maintenant, on parle d'hormones à la française, d'ailleurs. Voilà, comme un mode d'alimentation à la française. Où, aux États-Unis, on peut d'ailleurs le décliner sur bien d'autres choses que les hormones. On a un mode de vie, permettez-moi de le dire, pourri aux États-Unis, et on voit que l'espérance de vie a un plateau plus bas qu'en France et va diminuer à cause de l'alimentation. Ce j'espère, on n'aura pas en France. Et donc, en termes d'alimentation, c'est un moment de la vie de la femme où elle doit faire d'autant plus attention. Et là, les attentions, c'est quoi ? C'est la quantité d'aliments ingérés, la qualité des aliments ingérés, le moment de la journée où la femme prend ses repas, l'activité physique pour faire travailler les muscles et travailler sur les réserves énergétiques qu'on stocke. Donc effectivement, c'est là où la femme doit faire le plus attention à elle. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que ce qu'on entend aussi, il y a beaucoup de choses qui sortent sur la ménopause en ce moment, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de symptômes associés qui sont aussi l'anxiété, qui peuvent être des formes de dépression qui sont liées en fait à une problématique hormonale, où on peut avoir tendance à plus se jeter sur la nourriture qu'avant. Absolument, et c'est tout le problème le problème ou pas, mais quand vous mangez, vous êtes avec votre alimentation, vous allez fabriquer à court terme des hormones du plaisir. C'est comme la consommation d'alcool, 1 ou 2 verres de vin ou d'alcool, ça va calmer votre anxiété, et donc c'est un peu le même mécanisme. Et il y a d'autres façons de diminuer son anxiété. Vous pouvez faire des exercices de cohérence cardiaque, vous pouvez sortir faire un tour, vous pouvez discuter avec des amis, et puis vous pouvez choisir si vous voulez manger, non pas de prendre des aliments pro-inflammatoires, mais plutôt anti-inflammatoires. Après, moi, je donne des conseils, et puis le mode de vie de la personne peut être beaucoup plus compliqué. C'est un moment où on vieillit, c'est un moment où on peut avoir des problèmes de stress au niveau du couple, des problèmes de stress parce que ses propres parents vieillissent aussi. Donc il y a tout un mode de vie contemporain de l'âge de la ménopause qui peut être très compliqué. D'ailleurs, j'imagine que vous voyez bien que dans votre discipline, c'est très interdisciplinaire. Vous touchez aussi à la psyché, aux émotions. Quand on parle d'alimentation, il y a tout un lien à cette partie-là. Je pense que prendre quelqu'un juste comme un taux de sucre ou un tube digestif ou un foie, on va dans le mur, d'une part pour la prise en charge de la personne, et c'est
tellement, on n'est pas un saucisson qu'on peut couper en tranches, et on doit prendre la personne dans sa globalité. Pourquoi on arrive à cette maladie liée à l'alimentation? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la personne n'a pas fait attention à elle? Est-ce qu'elle ne le savait pas? Est-ce qu'elle n'a pas voulu? Est-ce qu'elle a eu des périodes dans sa vie compliquées qui ont fait qu'à un moment, elle n'a pas pu faire attention à elle? Elle traîne des boulets derrière elle. Et si on ne fait pas ça, je pense que dans les années qui viennent, la médecine sera remplacée par ChatGPT, parce que traiter un foie, ça prend 15 secondes. Traiter une personne, ça prend presque une vie. Oui. C'est à la fois encourageant de se dire que les humanités, comme on dit, toutes ces sciences qui prennent soin autour du care, etc., encore de beaux jours, entre guillemets, devant elles, pour s'occuper de l'humain, ce que ne feront pas probablement les machines, même si on va vers une médecine qui va à nouveau continuer dans une vision assez réductionniste, peut-être, de compartimenter, je ne sais pas. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, souvent, la fin des exposés que je donne, je finis par une citation d'Aristote que je ne connais pas par cœur, mais où il dit que ce qu'il faut soigner, on a beau avoir toutes les connaissances qu'on veut, ce qu'il faut soigner, c'est l'individu. On soigne une personne. Et on ne soigne pas un paramètre biologique. On ne soigne pas juste un organe. Pour sortir de nos considérations très philosophiques mais passionnantes, comment est-ce qu'on peut perdre du gras et pas du muscle et faire le distinguo entre les deux? Souvent, quand on parle du jeûne, les gens, et peut-être les gens justement un peu plus âgés qui jeûnent, à partir peut-être de, on va dire, 45 ans, 40-45 ans, j'en sais rien, disent « moi j'ai peur de perdre du muscle, parce que déjà je vais vers là ». Il y a deux choses. D'une part, juste rebondir sur votre dernière phrase, c'est pas que philosophique, c'est vraiment de la médecine. Oui. Quand un patient rentre pour me voir, en 10 secondes, je peux traiter sa maladie. On voit tout de suite, on sait. Ah oui. Et tout le processus d'une consultation, c'est d'amener la personne à rentrer dans son problème de santé et l'accompagner pour qu'elle puisse accepter comment se soigner. Mais sinon, ça prend très peu de temps de soigner une personne. Et c'est tout le problème. Vous dites à une personne, vous avez un problème, allez manger moins, au revoir monsieur, au revoir madame. Voilà. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a juste pas le temps. Oui. Ah oui, donc on revient à un problème. En fait, je disais ça parce que c'est vrai que j'aurais bien tiré ces fils-là. Et puis je revenais à une histoire de gras et de muscles qui faisait pas très glamour par rapport à quelque chose de plus... Voilà, donc c'est vrai que c'était... Mais le gras et le muscle, c'est très important. Comment on fait pour que, quand on fait un jeûne intermittent, quand on fait une restriction calorique, ça fonctionne? Il faut bien comprendre ce qui se passe. Vous allez faire un jeûne intermittent, donc vous n'aurez plus d'apport énergétique. Donc vous allez prendre sur vos réserves. Puisque au bout de 12 heures, il n'y a plus de réserve de sucre, et donc c'est là où ça devient intéressant. Vous allez prendre fabriquer du sucre à partir du gras et à partir du muscle. Le but est de diminuer le gras et pas diminuer le muscle. Et donc, pour ne pas diminuer le muscle et diminuer le gras, il faut faire travailler ses muscles. D'où l'importance, quand on fait du jeûne intermittent, pour que ça fonctionne, de maintenir une activité physique. Je n'ai pas dit du sport, j'ai dit une activité physique. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Faire le tour du pâté de maison, vous lever, faire bouger ses bras, un peu de haltère peut-être. Oui, on dit que les poids sont quand même importants. Les poids sont importants, voilà. Pour limiter la fente musculaire, éviter la fente musculaire liée aux muscles, et pour les personnes, vous parliez de vos parents, quand on vieillit, il y a un processus naturel qu'on appelle la sarcopénie, c'est un terme compliqué qui veut dire une perte du muscle. Et en vieillissant, on risque de perdre du muscle. Et c'est la raison pour laquelle les personnes à partir d'un certain âge, c'est d'autant plus important de maintenir une activité physique pour lutter contre ce vieillissement naturel auquel est associée la perte musculaire. Et pour ne pas perdre du muscle, il faut faire fabriquer des cellules souches musculaires et il faut faire de l'activité physique. Est-ce que le jeûne, justement, peut être approprié chez des personnes plus âgées, chez les grands... alors, je ne parle pas du grand âge, mais en tout cas chez les plus grands seniors. Je ne sais pas comment les qualifier, disons, à partir de peut-être 70 ans, on va dire ça. Comme ça, c'est clair. Ouais, voilà. Ça, j'ose pas trop dire. C'est comme ça. On est des jeunes maintenant, à 70 ans. On est tous dans la même galère, donc voilà. On va tous vers là. Voilà. Et Jean d'Ormesson disait que la meilleure façon de vieillir, c'est de ne pas mourir. Donc voilà. Oui. Très bien. Après 70 ans, quand vous faites du jeûne intermittent, c'est le risque est de perdre du muscle. Donc il faut vraiment faire très attention. Donc il faut plutôt faire
Moi, je déconseille après 70 ans. Enfin, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Moi, j'ai un biais parce que je vois des personnes qui ont des problèmes de santé, plus que après 70 ans. Voilà. Si la personne peut, qu'elle continue son activité physique. J'ai eu pas longtemps une personne qui avait 92 ans, en pleine forme, elle continue à marcher, donc sans problème. Tout à l'heure, je disais que les jeunes doivent faire attention à se protéger en limitant les protéines animales, les acides aminés branchés ou ramifiés. Oui. Chez la personne âgée qui a tendance à perdre du muscle, c'est juste l'inverse. Et donc, c'est là où chacun doit adapter son alimentation. Bien sûr. Après 70 ans, pour limiter ce risque de sarcopénie, de fonte musculaire, là, la personne doit avoir une alimentation plutôt plus riche en protéines, qu'elle soit végétale ou animale. Parce que là, la personne doit fabriquer du muscle. Elle peut, à cet âge-là, aller sur des pratiques type un peu monodiète ou vous déconseillez ? Moi, je pense que la médecine a horreur des extrêmes. Oui. Donc, dans la monodiète, on est à nouveau en restriction. Et je pense que c'est pas malin d'avoir quelque chose de trop restrictif. Voilà. En termes de... La médecine a horreur, et la science ont horreur des extrêmes. Oui, mais c'est bien, parce qu'il y a quelque chose, on revient sur cette voie du milieu. Cette vision d'ailleurs, puisqu'on parlait un peu on parle de philosophie, et cette vision peut-être, est-ce que j'ose les mots, plus holistique au sens bon du terme, plus intégrative, est importante justement pour la médecine de demain, où on prendrait cette personne, l'individu dans ce tout. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que parfois vous êtes un peu isolé, ou au contraire, que de plus en plus de médecins, de professeurs de médecine vont dans cette direction? Non, beaucoup travaillent là-dessus, on le sait, tout le problème, je dirais, et la société va par là. Je dirais que le problème qui manque pour vraiment arriver à ça, c'est d'une part les connaissances, vous avez raison, et d'autre part, le temps. Ça prend beaucoup de temps. Soigner un organe, c'est facile. Soigner une personne, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Et je pense que si on avait plus de temps, on y arriverait mieux. Mais le temps, c'est le temps pour la personne de prendre soin à elle. C'est le temps pour le médecin de prendre soin de la personne. C'est le temps de réfléchir. Voilà, mais on peut même décliner. Quand vous avez une maladie organique, même la façon dont vous allez gérer votre alimentation, votre état d'anxiété, va pouvoir, dans certains cas, avoir une influence sur votre état, comme on dit, somatique, en fait, sur vos organes eux-mêmes. Oui. C'est du luxe d'avoir du temps. Oui, c'est du luxe. Et puis j'imagine ô combien la frustration des médecins en ce moment, forcément. Une carence de médecins, où vous aimeriez passer beaucoup plus de temps avec vos patients. Il y a une carence de médecins. Pour les médecins généralistes, ils sont tous submergés de patients, ils n'ont pas le temps. Et ça génère des frustrations non seulement dans le corps médical, mais également chez les patients. Et donc c'est juste terrible. On arrive à la fin de cet entretien. Peut-être une dernière question. Que pensez-vous des compléments alimentaires? Et quels seraient vos super aliments ou vos ingrédients ou vos plantes un peu chouchous, qu'on pourrait facilement rajouter dans notre quotidien? Ça fait 2 questions un peu en une, parce que c'est pas tout à fait le même sujet. Alors, les compléments alimentaires, d'une part, ça remplace pas l'alimentation. Certains compléments alimentaires peuvent être utiles pour certaines personnes à certains moments. Et je suis très à l'aise pour le dire parce que nous-mêmes, dans mon équipe, on a identifié des probiotiques qui protègent le foie qu'on est en train de développer. Ça marche très bien dans des modèles animaux. L'application à l'homme est plus compliquée parce que y a beaucoup de paramètres qui jouent quand vous prenez un complément alimentaire. Il va y avoir comment vous mangez, il va y avoir où vous êtes, il va y avoir quel est votre entourage. Mais un complément alimentaire, quand vous n'êtes pas bien, peut vous aider quand vous avez mal au ventre, des probiotiques, quand vous êtes stressé, de la phytothérapie. Et le complément alimentaire ne doit jamais remplacer un traitement médicamenteux quand vous en avez besoin. Jamais, jamais, jamais. En ce qui concerne les aliments
miracle, encore une fois. Sur les probiotiques, j'avais quand même une question, c'est que j'ai entendu dire quand même ces dernières années que c'était un peu comme les antibiotiques, c'est pas toujours automatique, c'est que ça dépend quand même de chaque type de flore et que parfois les personnes, ce serait une sorte de panacée, un remède bon pour tout le monde. Est-ce qu'il faut on sache quand même l'état de notre flore avant de les prendre ? Rien n'est jamais bon pour tout le monde. Oui. Rien. Ça Donc n'existe déjà, quand pas. on vous dit ça, c'est ça. Ensuite, c'est comme le jeûne intermittent. Oui. Le jeûne intermittent, si vous le faites bien, ça va très bien marcher. Vous allez avoir une meilleure espérance de vie. Si vous le faites n'importe comment, ça aura un effet néfaste. C'est tout l'intérêt de ce que je raconte. Et donc, les personnes qui veulent être contre, ils piochent juste ce qui les intéresse dans la science et ils vous transforment la science comme leur vérité. Et la politique a beaucoup fait ça. Je parle des régimes totalitaires. Oui. Les probiotiques, dans certains cas, ça va avoir un effet bénéfique. Puis dans certains cas, vous n'en avez pas besoin. Aller dire que les probiotiques ont un effet néfaste, c'est un peu exagéré. Mais tout dépend pour qui et quoi et quel probiotique. Voilà. Il faut savoir que tout ce que vous prenez, la biologie tellement compliquée va avoir, si ça a un effet bénéfique, vous pouvez avoir, ça ne veut pas dire que vous aurez, mais vous allez avoir potentiellement des effets indésirables. Oui. Voilà. Toujours c'est comme ça. Et vous avez, quand ça vous arrange, vous choisissez ce que vous voulez, et c'est juste la malhonnêteté intellectuelle. Sur les plantes alors peut-être ? Sur les plantes, beaucoup de médicaments sont viennent des plantes. Il y a des plantes qui ont montré dans des modèles animaux un effet protecteur sur le foie. Vous avez par exemple l'artichaut, le radis noir qui ont un effet protecteur sur le foie. Chardon-Marie. Le chardon-marie aussi. Moi, je ne prescris pas ces plantes. En revanche, si les patients souhaitent en prendre, je leur demande d'être au courant pour pouvoir suivre ce que donne leur foie, et c'est jamais à la place d'un traitement médicamenteux s'ils en ont besoin. Vous avez des plantes qui peuvent agir aussi sur le niveau d'anxiété. Quand je pense que c'est mieux de prendre des plantes qui ont un petit effet sur le niveau d'anxiété. Griffonia, par exemple. Griffonia, rhodiola, safran, plutôt que prendre tout de suite une benzodiazépine quand c'est juste un petit moment d'anxiété de façon transitoire. En ce qui concerne les aliments miracles, vous avez des aliments qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé. Les aliments miracles, c'est pas des miracles, mais qui peuvent vous protéger. C'est... le curcuma, par exemple ? Alors ça, c'est pas un aliment, c'est un épice. Oui. Ah oui, oui, d'accord, vous ne le mettez pas dans les aliments. Moi, je le mets dans les épices. Oui. Non, mais je pensais à tout ce qu'on peut mettre dans l'alimentation. Alors, le curcuma va avoir un effet anti-inflammatoire. Ça a un effet anti-inflammatoire. Même certains voulaient en faire des médicaments dans des modèles expérimentaux. C'est très compliqué, le curcuma, parce qu'il est très peu absorbé par le tube digestif. Donc, il y en a très peu qui arrivent dans le sang. Ça reste très localisé. Et celui qui arrive dans le sang, ensuite, est dégradé par le foie. Donc, en fait, parmi le curcuma qu'on mange, l'effet systémique sur l'organisme, c'est compliqué. D'accord. Mais expérimentalement, ça a un effet anti-inflammatoire puissant. Parce qu'on dit que c'est bien justement de l'associer avec le poivre pour, je ne sais pas si c'est une idée reçue ou pas, pour qu'il soit mieux assimilé. Alors moi, je ne suis pas dans les on-dit, je suis dans la science. Quand vous prenez du poivre, vous allez diminuer la dégradation du curcuma. De façon limitée. Mais encore une fois, pour montrer que le curcuma chez l'homme ou la femme a un effet bénéfique, c'est un effet bénéfique sur quoi ? Comment je le montre ? Je dois dépenser 1 million d'euros pour montrer ça, personne ne va le faire. C'est ça. Et donc, dans les aliments, la pomme est un aliment extrêmement bénéfique sur la santé. L'ail ? L'ail, alors la pomme est riche en pectine, oui. L'ail est riche en inuline. Donc tout ça, ça va avoir des effets bénéfiques sur votre microbiote intestinal, et par l'intermédiaire du microbiote, ça va avoir un effet sur la santé globale, moi, en particulier sur le foie, sur le métabolisme. Ensuite, vous avez tous les légumes de façon générale qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé. Vous êtes un grand fan de légumes, pas de sport, mais de légumes, en revanche. C'est pas moi, c'est la science. Après, moi, j'applique la science. Non, mais vous aimez les légumes, parce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins d'appétence, mais vous dites, vous mangez beaucoup de légumes. Oui, mais l'appétence, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend, ça s'éduque. Voilà, tout dépend comment vous les préparez également. Il y a
plein de choses qui font que vous allez aimer ou pas votre assiette. Et puis, vous prenez des légumes. Quand vous prenez des légumes, et ben, ça va c'est montré aussi. Quand vous faites une erreur le lendemain, vous mangez de la merde le lendemain, vous avez mangé vos légumes la veille, sur le long terme, et ben, ça va vous protéger. Vous avez votre bouclier qui est là pour vous protéger, même si on vous tape dessus. Et vous avez les aliments qu'il faut éviter plutôt en pro-inflammatoires, qui sont les aliments transformés, les aliments riches en additifs, la viande rouge, les aliments très sucrés. Voilà, à éviter, bien évidemment. Très bien, vous parlez aussi de la grande camomille, je crois. Alors, la grande camomille est une plante qui peut avoir un effet un peu sédatif quand vous avez des problèmes de sommeil, et puis chez les personnes qui ont des migraines, peut aussi agir sur les maux de tête. Très bien. En tout cas, on avait fait un épisode complet dans Métamorphose sur aussi protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans. C'était l'épisode 387. Donc si vous voulez avoir plus d'informations aussi sur les aliments, etc., vous pouvez réécouter cet épisode passionnant qu'on avait fait ensemble. On a terminé cette émission. En tout cas, merci infiniment de faire d'abord toute cette pédagogie. Vous avez toutes ces questions que vous posent vos patients au quotidien. Donc vous y répondez dans cet ouvrage qui vient tout juste de paraître. Jeûner en mangeant, paru aux éditions Versilio Flammarion, Flammarion Versilio. Merci infiniment, professeur Gabriel Perlemutter, d'être revenu nous partager tout ça, toutes vos connaissances, de la science, des bonnes pratiques et puis du bon sens aussi au quotidien. On ne le répétera jamais assez, la prévention est extrêmement importante, si on veut vieillir en bonne santé, donc merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.